Week-end, mesdames et messieurs, des couleurs, de la vie, du plaisir. Bonjour, bienvenue, c'est Matin Bonheur. Très heureux de vous retrouver pour la finale en mode repousailles pour cette semaine avec un sommaire qui, on l'espère, vous entraînera irrémédiablement dans les méandres et dans les douceurs du week-end. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, effectivement vous l'avez dit, hein, c'est la dernière journée, le dernier jour ouvré de cette troisième semaine du mois de janvier 2018 et le conducteur il a été élaboré juste pour vous préparer afin que vous puissiez aborder cette vacancelle, vous voyez, je l'ai placé, cette vacancelle. En mode vacancelle. Hein. En mode vacancelle. Ça va Fatima? Oui, très en mode bien. vacancelle En aussi. mode vacancelle? Oui, presque. Ouais. VCBG vacancelle, le style, tout ça, c'est Fatim quoi. Ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu. Alors on aura quoi hein? Teasez-nous un peu le... Alors aujourd'hui c'est triple dose, donc on aura People avec une embrouille entre Eskeli et son frère, si j'ai bien compris. Ah, ça buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Et puis dans la revue de presse classique, on parlera de Georges Weah et il paraîtrait qu'il est franc-maçon. Je vous donnerai les informations. Sinon, à part ça, Nessie, à on aura... part ça, eh ben, ce week-end, disons cette vacancelle, hein, on aura une compétition, on aura les derniers matchs hein, de poule du championnat d'Afrique des Nations, un championnat très très important pour le continent africain, mais qui montre, la population montre un certain désintérêt pour cette compétition. On essaiera de répondre à cette question dans la dernière partie. Absolument. Et puis, vous savez que le 20 janvier en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le souvenir par rapport à Roger Fulgence-Cassi, un des animateurs les plus émérites de sa génération de la Côte d'Ivoire moderne. On en parlera, donc c'est demain, sa journée anniversaire de son départ. Mais nous en parlerons avec quelqu'un, vraiment une personne ressource que nous avons la chance d'avoir ici à la RTI, M. Ousmane Dendane, qui d'ailleurs, depuis quelques semaines maintenant, nous propose un livre magnifique afin de nous plonger dans tout ce qui est vraiment souvenir par rapport à RFK, l'icône intemporelle de la télévision ivoirienne. Et vous aurez vos reportages, bien sûr, la gym, sans oublier la titrologie maintenant. Marco, bonjour à tous. C'est donc la dernière titrologie de la semaine. On va démarrer avec Fraternité Matin qui propose donc une interview exclusive de l'inspecteur général de l'État, Awan Doli, qui affirme « Nous devons maintenir le cap de la forte croissance économique ». Autre sujet, c'est Bruno Koné qui, lui, à propos de African Digital Week, prétend que c'est le meilleur modèle de transformation digitale. African quoi? Digital Week. African Digital Week. Le jour maintenant, titre casse de la CEDEAO, Gbagbo, Katinan, Akenbo, condamné à payer 329 milliards de francs CFA, un mandat d'arrêt lancé contre Katinan. Et tout autre sujet, la fraude sur l'électricité, la lutte s'accentue, des hauts cadres pris la main dans le sac, ce qu'ils ont payé, nous dit la couverture. Notre voix maintenant, titre jeunesse des partis politiques, le FPI et le PDCI se sont rencontrés hier et on apprend au sujet du marché provisoire de Cocody-Saint-Jean que le décarpissement des occupants a été décidé. À la une de Soir Info, le procès à La Haye des avocats internationaux et un ex-ambassadeur entrent en action pour la libération de Laurent Gbagbo. Et au sujet de l'insécurité, eh bien, des hommes abattus, dont un élément de la police criminelle et des individus eh bien, cambriolent le véhicule du médecin du président de la République. Cette semaine, Go Magazine propose une histoire qui s'intitule « Moi, fils de voleuse, devenu député ». Et dans la rubrique Showbuzz, entre Skelly et son frère Eddy, c'est la guerre. Et donc, j'en parlerai lors de la revue de presse People. Et pour finir, eh bien, l'hebdomadaire humoristique qui n'a pas son pareil pour mettre en valeur les femmes, n'est-ce pas? On y voit justement une femme dans un magasin qui se fait aborder par un homme, ça doit être le droit à être importuné, je suppose, et qui lui dit « Je peux avoir ton numéro, beauté ?» Et elle dit à la caissière « Donnez-lui ma facture » à la place du numéro. Voilà, la femme dans toute sa splendeur. Eh oui, eh oui. Et donc, c'est vendredi, triple dose, donc à tout à l'heure, à tout à l'heure.
Donc à tout à l'heure. Oui, là, on a bien compris. On vous verra 3 fois. Merci à vous également. Bon réveil, bon réveil. On espère que ça se passe bien au niveau du réveil. On espère que vous allez avoir une très, très bonne journée. Et vous le savez, hein, pour avoir une bonne journée, ça passe donc par le mouvement, le dynamisme. C'est la raison pour laquelle Christelle Akoussa, qui signe l'écriture technique de cette émission, nous tient la main et nous conduit tout droit dans les mouvements de la gym. On y va. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, je vais être franche et sincère avec vous, on va avoir chaud. On va pousser un tout petit peu, donc je vais vous montrer quelque chose avec une intensité un peu plus différente. Donc si vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés. On va commencer tout doucement et on va augmenter l'intensité au fur et à mesure qu'on avance. Alors, on va commencer tout doucement en marchant. Parfait. On va faire des petits déplacements sur le côté. On emmène la jambe croisée derrière. Encore. Parfait. Et on va pousser juste en arrière une jambe et l'autre jambe. Et on revient. On se déplace. On croise. On pousse. Hop. Hop. Encore. On se déplace. Croise. On pousse. Encore. Une dernière. Droite et gauche. On pousse. Excellent. Parfait. Jambes écartées, on va descendre en squat, on va rester là, on va mettre les mains sur nos genoux, on va pousser les genoux vers l'extérieur en essayant de se tenir le plus droit possible et on veut rester pour 5, 4, 3, 2, 1, on remonte, encore une autre fois, on descend, 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Encore, 2 autres. On descend, toujours le poids sur les talons. 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Et notre dernière, on descend. 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Allez, on remue les jambes tout doucement. Déplacement, gauche-droite, comme tout à l'heure. On marche. Et c'est parti, on commence. Droite, gauche et on pousse en arrière. Encore. Droite, gauche, pousse. Excellent. Droite, gauche. Donc, tout va se passer au niveau de vos abdos pour vous garder en équilibre, n'est-ce pas? Encore. On a les jambes, la fesse et l'intérieur de la jambe qui travaillent. Excellent. Marchez. On va se mettre de profil, squat, remonte, 1, 2, squat, remonte et on tourne. Encore, squat, remonte, on avance, encore, squat, remonte et on tourne. Toujours le poids sur les talons, avance, on descend et on tourne. Encore. 1, 2, avance, squat, remonte et on revient. Allez, on court sur place. Tout doucement. Je vous montre le mouvement au ralenti. 1, 2, 3, cours. Et on repart. 1, 2, 3, on court. Et c'est reparti. 1, 2, 3, on court. Encore une autre. 1, 2, 3, 4, on court. On se place. Coup de poing, on y va. 1. Devant, let's go. L'autre côté, hop. Devant, let's go. Et on repart depuis le début. Gauche, droite, pouce, pouce. On respire. Gauche, droite, pouce, encore. On peut rajouter un petit saut. Encore.
Alors, on va monter notre intensité un tout petit peu. On respire. Une dernière. Encore. Comme tout à l'heure. Ouvre, ferme, ouvre, cours. 1, 2, 3, 4. Ouvre, ferme, ouvre, cours. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, hop, 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 marche. Hop, 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 marche. Pour les autres, et on repart. Point, let's go. Devant, on change. Quand devant et marcher. Excellent tout le monde. Alors merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. N'hésitez surtout pas à repartir voir les vidéos pour pouvoir reprendre les chorégraphies, essayer de les maîtriser. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir et je vous souhaite de passer une agréable journée, un excellent week-end et on se voit dans 2 semaines. Merci beaucoup, coach Cardi. Vous savez, le cardio ou le cardio training, c'est un exercice très, très important qui permet de faciliter l'activité cardiovasculaire. Donc, c'est très bon pour la santé. Depuis le 28 décembre 2017, la RTI est en deuil parce qu'elle a perdu son directeur général. N'est-ce pas, Marco? Oui, et puis donc hier, c'était la dernière ligne droite concernant les obsèques de M. Touré Sanga Pierre-Marie. Donc, respectivement, du côté de l'église Saint-Jean, ici à Cocody. Et puis, après, c'était les moments douloureux donc, de la séparation. Monsieur Touré Sanga était donc directeur donc, de RTI 1, la première chaîne de télévision. Il a marqué donc son passage par son professionnalisme, son abnégation, un boulimique du travail. Remerciements donc à l'église Saint-Jean avec le père Anis et tout le conseil paroissial conduit donc par le père Anigori. Et puis voilà, tout le monde était là pour rendre un dernier hommage à celui qui a été vraiment un directeur très apprécié. Toutes les RTI étaient mobilisées, c'était hier. Voilà, un moment douloureux passé. Donc hier, c'était l'inhumation de M. Touré Sanga. Toute l'équipe de Matin Bonheur avec à sa tête Kadi Fadiga souhaite donc les condoléances une fois de plus les plus attristées donc à sa famille biologique et à sa famille professionnelle. Bien sûr, repose en paix, boss. Repose en paix. Le point route maintenant pour continuer cette émission parce que comme il aimait à le dire, the show must go on, ça fait mal mais on y va, on continue parce qu'il faut tenir l'antenne parce que vraiment nous le devons aux téléspectateurs. Le point route avec Christelle Akoussa, c'est parti. Le point route qui démarre avec le boulevard Latry. Voilà, tout doucement, on sent que la population se réveille. Voilà, c'est timide, mais bon, ça roule, ça circule tout doucement. Voilà, c'est du côté des 2 plateaux sur le boulevard Latry. Le prochain point route, le plateau sur le boulevard Lagunaire. Beaucoup plus dense que sur le boulevard Latry. Voilà, donc n'oubliez pas de bien vérifier vos phares
votre voiture, vous voyez si tout est en place, tout va bien avant de sortir de chez vous, afin d'éviter d'éventuels bobos sur la route. On continue avec, toujours au plateau, à la frontière, sur le pont de Gaulle. Ça circule, voilà. Ça circule. Ensuite, le dernier point en route, Trècheville. Marco, Trècheville, tout doucement. Bah là, c'est beaucoup plus timide hein, que les autres points en route. Tout doucement, la cité Nzassa se réveille. Absolument. Et puis, on va faire des échanges hein, sur le changeur. Sur le changeur. Aujourd'hui, par rapport à d'habitude, hein, on sent beaucoup plus de mouvement du côté de l'échangeur. Je sens que le week-end de Fatim sera assez chaud parce que là, elle a tombé la veste. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Si vous saviez seulement ce qui se passait dans les coulisses de ce studio. Fatim Djedje a tombé la veste pour la revue de presse People. Ce sera dans quelques instants seulement le temps pour nous de vous proposer un reportage. Vous savez que Matin Bonheur vraiment a des fondamentaux. On a la revue de presse, on a le sourire de Nessie, on a les tenues, donc Flower by Marco les vendredis. On a toute une famille autour et puis bon voilà, on essaie de faire en sorte de vous apporter la joie de vivre afin de bien vous réveiller parce que c'est très important de bien se réveiller parce que le monde appartient à ceux qui se réveillent. Reportage et on se retrouve juste après. Lui, c'est Marco. Tous les jours, c'est le même geste qu'il effectue pour gagner sa vie. Tirer sur la corde de cette embarcation de fortune pour faire passer des clients sur l'autre côté de la rive. Ici, il n'y a rien de grave. Les gens traversent la route. C'est comme une route à passer. Les gens traversent, payent 50 francs, 50 francs. Ici, dans le quartier modeste d'Anoumambo, l'homme est bien connu. 50 francs CFA pour franchir la lagune. Ça rend énormément de services. C'est un bon petit moyen de déplacement. Ça nous empêche aussi de faire les grands tours, de vite arriver, prendre un peu l'air aussi. Oui, ça nous aide beaucoup. Imagine-toi, tu veux venir payer une pièce à la ferraille ici. Au lieu de faire le tour pour venir, tu peux rester tout juste là et puis tu vois ton client, tu lui dis bon je viens. Hein. On traverse rapidement et puis on se retrouve là, c'est pour payer la pièce, tu payes la pièce. Seul maître à bord de son bateau, Marco n'est pourtant pas un capitaine heureux. L'embarcation ne lui appartient pas et ses clients ne lui facilitent pas toujours la tâche. Il y a un client qui refuse de payer. Et qu'est-ce qui se passe? Puis la connaissance aussi est beaucoup. La connaissance, on se connaît. Ou bien, bon, après il vient, quand il s'en va, il peut faire 2 jours, bien plus. Puis c'est proche du pont. Ça fait qu'on ne gagne pas l'argent. Se débrouille un peu. Souvent, tu gagnes 1000 francs, 1500. Tu as gagné 1500, tu donnes 1000 francs à la personne, tu manges 500. Si tu as gagné 1000 francs, tu le donnes 500, toi-même tu manges 500. Client qui voyage à crédit. Mais il n'y a pas que ça qui rend la vie dure à cet homme. Si on pouvait humer les odeurs à travers les images, vous comprendrez mieux son apparence. La santé de Marco est sans cesse menacée par cette eau sale et nauséabonde qu'il tutoie au quotidien. Nous voulons que les autorités viennent un peu en aide aux gens qui nous permettent de nous déplacer, retoucher les coins, rendre le coin propre, nettoyer les saletés, de l'eau. Au moins, c'est vrai, l'odeur aussi, c'est pas trop bon. Un seul voyage en compagnie d'Aboudraman, c'est le prénom à l'état civil de Marco. Et on comprend tout de suite que la vie n'est pas toujours facile. On peut s'abîmer les mains avec une corde, affronter les mauvaises odeurs pour ne se retrouver en fin de journée qu'avec des broutilles. Sacré Marco. Marco, mais en même temps, la propriété, c'est l'affaire de tous. Comme tous les Marco, c'est un débrouillard. C'est un débrouillard. Il s'en sortira toujours. C'est ça, Marco. Marco se sent très, très proche et concerné par ce reportage. Oui, parce que c'est un homme qu'on aime bien. Ça fait partie donc des fondamentaux des reportages de Guillaume Zéré. C'était pour la première saison. Et on ne se lasse jamais de revenir. Allez, salut Marco. Hein, salut Marco. Et bon courage. Voilà, et Fatim Djedje est à son poste pour la revue de presse People. On commence avec une page showbuzz de Go Magazine.
Le 8 juillet 2017, l'artiste Eddy s'ouvrait en exclusivité à Go Magazine. Dans une interview où il disait, je le cite, « Désormais infirme, je n'ai pas besoin de faire pitié pour vivre ». Après quoi, plus d'Eddy, jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans l'émission C'est Midi. Une apparition qui a alimenté les débats sur les réseaux sociaux, dont celle de l'artiste Eskelly, frère cadet d'Eddy. Alors il réagissait à l'accusation de son aîné selon laquelle, lui, Eskelly ne lui vient pas en aide. À en croire Eskelly, son frère Eddy profiterait de sa maladie pour escroquer les gens. Il va plus loin en l'accusant de pratiquer le maraboutage, car selon les propres termes de son frère aîné Eddy, du temps de sa gloire, Eddy se rendait presque tous les mois au Bénin dans le but de renouveler des gbasses qu'il ramenait dans des Canaries, nous dit-il. Le Gangaba de Trash Town signe un retour de la pub. Le quoi Gangaba? Le Gangaba? Le Gangaba. Voilà. Le Gangaba de Trash Town signe un retour de la plus belle des manières. Ismaël Isaac vient de rouvrir son studio d'enregistrement qui était fermé pour cause de travaux depuis un moment. Dénommé Studio Douaou, situé à Yop Nyangon, Cité Verte, la cerise sur le gâteau, c'est que le reggaeman compte cette fois-ci casser les prix. Une manière pour lui d'aider de nombreux artistes qui peinent à se payer des séances de studio. C'est un beau geste. Et vous en parliez à l'instant, Marcelin Hennessy, le monde des médias a fait hier ses adieux à l'ex-patron de la RTI 1, dont la levée de corps a eu lieu donc hier, puis une messe de requiem à la paroisse Saint-Jean de Cocody, suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Adieu Touré Sanga, vous nous manquez terriblement. On poursuit avec les ambitions de Didier Drogba dans Life Magazine. Au lendemain de sa victoire, Georges Weah lui a laissé un message qui ressemble bien à un appel de phare à Didier Drogba, lui emboîter le pas, mais celui-ci a répondu « Ce n'est pas dans mes ambitions à la base. Georges avait cette ambition depuis des années. Aujourd'hui, ce n'est pas mon cas », reconnaît donc Didier. Ses ambitions concernent plutôt l'éducation dans son pays. Sa fondation Didier Drogba, fortement impliquée dans ce domaine, a inauguré cette semaine une école dans la région de Guy-Bérois. Une bonne nouvelle pour la sportive Muriel Aouré. L'année commence bien pour elle. Sur sa première sortie de 2018, Muriel Aouré a remporté l'or en s'imposant aux 60 mètres en 7 secondes 11 au Leonard Hilton Meeting de l'université de Houston aux États-Unis. L'Ivoirienne est arrivée en tête de course et heureuse de brandir donc notre fameux drapeau national. Bravo à elle. On finit avec la caricature. Alors vous allez voir, c'est très mignon. Un petit garçon dit à sa maman « Je t'aime » et elle lui dit « Va dire la même chose à ton papa, il sera très content ». Il va voir son père et dit « Papa, j'aime maman ». Voilà, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Désolé les papas. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure, à tout à l'heure. On vous retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse classique. Roger Fulgence-Cassis, 29 ans déjà, oui, l'icône intemporelle, totémique, le masque titulaire de l'animation en Côte d'Ivoire, décrypté donc par une des bibliothèques vivantes de notre maison, Ousmane Dindani, passionné de faits, passionné d'histoire, passionné donc de tout ce qui entoure donc la famille catholique, est avec nous. Nous discuterons avec lui de son livre et nous parlerons précisément de RFK. Vous avez certainement ce livre, si vous ne l'avez pas, c'est un crime entre guillemets, donc de l'arrière du décor, donc estampillé Ousmane Dindani, il y a la matière, Bonjour grand frère, bonjour doyen. Bonjour Marco, comment vas-tu? Bonne année. Merci bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2018? La santé, parce qu'on en a besoin dans cette maison. Le stress est permanent. J'en profite d'ailleurs même pour présenter mes condoléances à la famille Sanga Touré. C'est un jeune que j'ai vu évoluer à la télé. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Vraiment, je suis peiné. Cela dit, la vie continue son chemin. Okay. Et ça va continuer tout à l'heure sur ce plateau avec un élément. Nous allons parler donc de Roger Fulgence-Cassis. Mais sachez qu'avant tout, Roger Fulgence-Cassis, c'est ça. Yeah. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, podium vivra, 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 vivra. Calé entre le journal du grand Jésus Kwasi Yoboué et le non moins grand JR de la série Dallas,
Eh bien, nous essaierons tous les vendredis soirs de vous apporter quelques minutes de musique, de détente et de bonne humeur. Nous voulons d'être un jingle dans votre programme. Voilà, Roger Fulgence Kassi. Alors, monsieur Dandan Ousmane, dites-nous, qui était l'homme en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir? Avant de parler de Fulgence Kassi, permettez-moi de raconter un peu les circonstances dans lesquelles nous nous sommes croisés. Vous et lui? Puisque je faisais mes premiers pas à la RTI et nous étions commis à faire un décor qui s'appelait à l'époque le RFK Show. Et c'était à l'occasion de la sortie de la première discographique de Nayanka Bell. Et ce jour-là, je me souviens très bien, c'était dans ce même studio B, aux environs de 3 h du matin. Fulgence entre en compagnie de ses lieutenants. De charmantes personnes, comme vous avez dit dans le livre. Voilà. Et il trouve le décor, mais selon lui, ce n'est pas suffisamment avancé. Donc il se met dans une colère noire. Et moi, j'avais peur, puisque je savais déjà l'homme. Avant même d'y arriver, je savais qui était l'homme. Et j'avais un partenaire, un collègue, Dakourignas, personnel. Il dit à Fulgence, mais vous prenez pour qui? Nous sommes en train de travailler. Au lieu de nous encourager, vous commencez comme ça déjà à nous engueuler. Et ça m'a remonté. Et moi aussi, je me suis mis à la tâche. Et ensemble, on a décrié le comportement de Fulgence. Et depuis ce jour, nous sommes devenus des très bons amis jusqu'à sa mort. Mais comment il a pris vos différentes remarques, les critiques? Oui, mais vous savez, les artistes, hein, quand vous chauffez, et à la fin, il vient faire une petite tape. Il dit l'artiste, il ne m'a jamais appelé par mon nom, c'est l'artiste. Comme ça, il m'appelait. Et il s'est excusé, même quand bien même c'était un peu tardif, mais il s'était excusé. Et depuis ce temps, nous sommes devenus de meilleurs amis au monde. Alors, vous qui l'avez connu, vous qui l'avez côtoyé, pourquoi depuis des années, on n'arrive pas à se départir du souvenir donc, de cette icône-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Marco, Fulgence, c'est une icône. C'est un animateur hors pair. Il pouvait faire... Vous le revez à n'importe quel moment de la journée ou bien de la nuit, vous lui demandez de faire une émission. Il va vous faire ce qu'on appelle un conducteur. Et puis, il va vous le rendre comme vous le souhaitez. Et puis, il était polyvalent. Il était polyvalent. Dans ses émissions, il pouvait parler d'astronomie, il ne pouvait pas se tromper. Parce que franchement, on sentait qu'il y avait une culture. Non, il y avait vraiment... Et ça manque aujourd'hui. Mais son style, sur le plateau, vous allez faire le décor. Moi, c'est ce qui me gênait un peu, ce film, il faut le dire. Vous finissez de faire le décor, un très beau décor d'ailleurs. Au dernier moment, il n'aime pas. Au dernier moment, il vient. Il n'aime pas. Il dit non, mais changez-moi ça. Mais diantre, vous auriez pu être là au début du décor, hein, au début du montage du décor pour faire des remarques. Mais non, il vient. Et puis, il a une façon de parler, il a une façon de faire, et tout de suite, ça vous met en confiance. Et vous le faites. Et vous le faites bien. Fulgence, c'était un frère pour moi. C'était un conseiller pour moi. Parce que franchement, avec tous ces terres qu'il avait là, bon, les gens parlaient de caprice, mais je l'aimais bien dans son style, ça lui convenait parfaitement. Et Fulgence, c'était un philanthrope, ce que les gens ne savent pas. Il a aidé beaucoup de personnes. Au cours de son émission Nangeli, il y avait une tranche qui s'occupait de problèmes sociaux et tout ça. Les handicapés, il venait, il les aidait. Et ça, je ne dis pas qu'on m'a dit, hein, j'ai vu. Il a aidé des handicapés. Ceux qui avaient des projets viables, hein, il les aidait à monter un projet. Et ça, c'est rare. Pour un animateur, chacun vient se chercher. Mais en plus de ce que... c'est un modeste fonctionnaire. À l'époque, qu'est-ce qu'un modeste fonctionnaire pouvait avoir? Mais il le faisait bien parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Il aimait transposer tout ce qu'il voyait à l'antenne chez les Américains. Il avait la passion de la variété américaine. Donc, chaque fois, il voulait qu'on soit au même niveau que les Américains. Mais c'est impossible. Avec les maigres moyens qu'on avait, mais deux fois, il réussissait. Il pouvait vous appeler à 1 h, 2 h, 3 h du matin pour faire un conducteur, pour vous demander votre avis sur une couleur, un détail d'un décor. Non, il pouvait le faire. Ouais. Mais je vous dis que le Studio 302, il était le mentor du Studio 302. C'est-à-dire, les trois réalisateurs, Bandama Dibak, Soumaro Kanate, Traoré Amadou, père à son âme, mais il pouvait décider de faire. Mais au dernier moment, c'est Fulgence qui avait, comment on appelle ça? Le final cut, le dernier mot. Le dernier mot. Et quand il n'était pas d'accord, tout était remis en cause. Donc, il avait un leadership dans ce groupe. Ça faisait aussi le charme.
Fulgence, quand il présentait, même quand tu fais le décor, c'est-à-dire tout est prêt. Il vient, il va toucher, il va déplacer. Sa façon de tenir le micro, tout ça là. D'accord. 6h25, dans quelques instants, on aura le journal. On boit vos paroles parce qu'on est tellement... Il y a quelque chose en nous, on adore Fulgence Cassi, icône intemporelle de la télévision ivoirienne. On va parler avec vous, on va vous garder sur le plateau. Après le journal, vous êtes là. Je rappelle donc que nous recevons avec beaucoup de plaisir Monsieur Ousmane Dendane, auteur du livre de l'arrière du décor. C'est une bibliothèque aussi de notre maison. C'est un plaisir de la voir. Mais avant, on a une bibliothèque, mais de l'info cette fois. C'est Hamza Diaby. Dans quelques instants, on le retrouve. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour à Boisseau. Sous le parrainage du Dr Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, la RTI organise Bonjour à Boisseau ce samedi 20 janvier 2018 à 20h à la place Elengan Etier d'Aboisseau avec vos humoristes préférés. Spectacle gracieusement offert à la population. Tickets disponibles au Conseil régional et à la mairie d'Aboisseau. Infoline 49 16 31 28 55 55 30 15. Bonjour, un concept RTI. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, on aura une traînée de front qui apportera de l'humidité, matérialisée par quelques passages nuageux à l'ouest et même sur les régions du nord. Cette situation n'empêchera pas la présence des vents secs dans le nord du pays, ainsi que sur les villes de la bande centrale. Sur le littoral et le sud forestier, le ciel sera nuageux, puis s'éclaircira progressivement. Les variables de la matinée, on notera 27 degrés de maximal sur la ville d'Abidjan, 26 degrés seront enregistrés à Diaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Dalioa, 25 degrés à Dimbokro. Il fera 24 degrés dans le Go à Gagnoa, 23 degrés dans le Poro à Korogo, 20 degrés de minimal à Mandon-le-Tompi, 21 degrés à Odiéné, 27 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra, 25 degrés à Tabou. Enfin, il fera 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, soleil, vent sec et poussière en suspension dans l'air domineront le temps depuis la région du nord jusqu'à la limite nord du sud forestier. Dans les régions du sud forestier et celles du littoral, on observera de très belles éclaircies qui favoriseront la domination du soleil. Cette situation sera quelque peu atténuée par moments par des passages nuageux. Pour les températures de l'après-midi, on notera à Abidjan comme à Diaké 32 degrés, 35 degrés et ça sera la maximale dans la ville de Bondoukou ainsi que dans le Béquet à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro dans le Nzi, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mandon-le-Tompi, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 30 degrés à Sassandra comme à Tabou, 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 de l'indice de développement des TIC et le tableau de la transformation numérique est plus que reluisant ces 6 dernières années. Ces mots sont du ministre de la Communication. Bruno Nabagné-Koné les a prononcés à l'African Digital Week, dont la première édition se tient depuis mercredi ici même à Abidjan. Reportage d'Evi Soyo dans un commentaire de Serge Collier. Après une journée scientifique meublée par des échanges entre experts, African Digital Week ouvre officiellement ses portes ce jeudi. Cet événement, tourné vers la promotion des nouvelles technologies, vient renforcer les efforts déployés ces 6 dernières années en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, la Côte d'Ivoire fait un bond en avant dans le classement de l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour vous en dire rapidement un mot, c'est plus de 30 millions d'abonnements à la téléphonie mobile, contre 16 millions en 2011, pour une population de 25 millions d'habitants à peu près. Nous dénombrons 17 millions d'abonnés à l'Internet, principalement à l'Internet mobile. Nous en avions que 200 000 en 2011, avec les solutions filaires de l'époque. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 3,5 millions de Facebookers. Nous enregistrons 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile pour un niveau de transaction évalué à ce jour à 17 milliards de francs CFA par jour. Toutes ces évolutions ont permis à notre pays, depuis novembre 2017 et pour la première fois, de figurer dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC publié par l'Union internationale des télécommunications. Cette rencontre des professionnels du milieu est l'occasion pour les exposants d'échanger avec les amateurs du secteur. Le digital, qui était un concept assez important, vraiment change le monde. Change le monde et donc la transformation est au cœur des États pour leur évolution vers le numérique. Et donc on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau du digital, au niveau des États, qui sont notamment la mise en œuvre d'une stratégie digitale, la modernisation de l'action publique. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'artisans ou beaucoup de populations qui ont envie de vendre ou promouvoir des produits, mais qui n'ont pas l'expertise ou qui n'ont pas la possibilité de le mettre en ligne. Nous avons donc le site sanlishop.ci, qui est une des premières plateformes en Côte d'Ivoire qui permet de faire la promotion du produit Made in Côte d'Ivoire. Une possibilité donc pour les artisans de participer à faire évoluer leurs activités. Le monde de la transformation du numérique regorge de nombreuses opportunités pour les jeunes. Exemple frappant, Souleymane, développeur d'applications dans une boîte de la place qui a pu s'intégrer dans le climat socio-professionnel. Grâce à l'informatique aujourd'hui, je travaille dans une jeune entreprise qui fait la promotion de jeunes talents et je suis aussi ici présent à ce salon. C'est déjà une grande première de l'African Digital Week pour représenter en fait notre entreprise et faire la promotion de nos produits. Cette tribune d'African Digital Week ambitionne d'être un rendez-vous incontournable dans le monde du numérique en Afrique. Les échanges entre les différents panélistes seront capitalisés pour une meilleure transformation digitale dans tous les domaines d'activité en Afrique. Autre information de taille, plus de 13 500 km de voies seront construites ou réhabilitées cette année. Et les populations auront aussi de l'eau potable. Pour réaliser tout cela, l'État a mobilisé un budget de plus de 858 milliards de francs CFA. Les précisions de Francis Boifo. 858,8 milliards de francs CFA mobilisés pour faire face aux urgences dans le secteur des infrastructures économiques cette année. 108,8 milliards ont été affectés aux projets en cours dans le secteur de l'eau potable et 750 milliards consacrés à la réalisation de 21 projets routiers. Nous avons donc environ 78 000 km de route en terre. Nous avons pris l'engagement qu'en 2018, nous allons traiter environ 40 000
km de routes en terre. Donc les populations ivoiriennes verront que la plupart des routes en terre seront donc praticables. Donc on pourra donc écouler facilement les productions. On a environ 4500 km de routes bitumées. La plupart de ce réseau sera donc rénové. Le chef de l'État, dans son message de fin d'année, a souhaité que la côtière soit réhabilitée. Donc surtout transformée en une autoroute. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Amédée Kofi Kouakou réaffirme la volonté du gouvernement et de son département ministériel d'offrir des infrastructures de qualité aux populations. Des ponts et plus de 13 650 km de voies construites et réhabilitées en 2017. Concernant l'eau potable, 13,1 milliards de francs CFA ont été décaissés pour rénover et construire des infrastructures hydrauliques. Il est prévu les mois à venir le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable pour un financement de 719,1 milliards de nos francs déjà acquis selon le ministre des Infrastructures économiques. Venons-en maintenant au lancement des activités de l'initiative Cacao Forêt. Lancement qui a eu lieu hier jeudi ici à Abidjan. L'État et 23 industriels du cacao s'engagent à travailler à la restauration du couvert forestier ivoirien qui est estimé aujourd'hui à plus de 3 400 000 hectares contre 16 millions au début des années 60. Initiative Cacao Forêt est donc un vaste projet dont la réalisation devrait aussi permettre à l'État de lutter contre les changements climatique. On en sait plus avec Francis Boifo. L'État et 23 industriels du cacao se donnent 5 ans pour évaluer l'initiative Cacao Forêt, un projet dont le but est de reconstituer le couvert forestier ivoirien, actuellement de 3 400 000 hectares, contre 16 millions les années 60. Le projet a démarré ce jeudi avec des engagements. Nous avons décidé de travailler sur l'intensification de la production du cacao afin de libérer plus d'espace et de produire plus de cacao sur beaucoup moins d'espace. La deuxième chose, stopper la production du cacao dans les parcs nationaux et les réserves. Nous sommes entendus sur le développement de modèles d'agroforesterie qui lieraient la production du cacao à la plantation des arbres. La réalisation de l'initiative Cacao Forêt nécessite entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an, soit plus de 200 milliards à mobiliser sur 5 ans. Les partenaires financiers ont déjà pris des engagements, l'engagement de nous soutenir, mais nous n'allons pas tendre la main. Nous allons aussi faire nos propres efforts et avec des financements innovants, nous allons faire en sorte d'avoir les moyens de notre politique. L'État a besoin de 1 000 milliards de francs CFA pour financer la politique forestière nationale et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Nous serons naturellement aux côtés du ministère des Eaux et Forêts pour apporter notre soutien, notre concours et notre appui également technique dans la mesure où nous avons en charge donc la protection de l'environnement de façon générale. L'initiative Cacao Forêt vise à reconstituer de 20% le couvert forestier ivoirien dans 10 ans. Ayant débarqué au Maroc pleine d'ambition, la Côte d'Ivoire est tombée de haut au CHAN 2018. Après avoir été battue 1-0 par la Namibie pour son entrée en lice, l'équipe d'Ibrahim Kamara s'est inclinée hier jeudi devant la Zambie 0-2. Si les éléphants ont montré une grosse envie dès le coup d'envoi de la partie, ils sont aussi rapidement allés chercher le ballon au fond de leur filet suite à une réalisation matinale d'Augustine Moulenga dès la 8e minute. Et pendant que les éléphants se faisaient laminer à Marrakech, les présidents de clubs réunis au sein de la majorité silencieuse, eux, réfléchissaient sur la crise qui secoue la FIFA. Cela dans le but de ramener la paix au sein de la fédération. 48 présidents de clubs sur les 421 clubs et organisations reviennent de la rencontre à Grand Bassam, rencontre à laquelle ont assisté nos confrères de RTI Sport. Depuis la défaite de l'équipe nationale de football face à l'équipe du Maroc et la non-qualification des éléphants pour le mondial 2018 en Russie, certains présidents de clubs réunis au sein du G42 ont demandé la démission du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et son comité directeur. 48 autres présidents réunis au sein de la majorité silencieuse se sont manifestés. Ils ne s'opposent pas à une médiation pour la paix au sein du football ivoirien, mais tiennent à faire part de leur point de vue sur cette crise. Les présidents des clubs réunis soutiennent le maintien du président de la FIFA et de son comité exécutif jusqu'au terme de leur mandat légal. Les présidents des clubs réunis encouragent
les réformes nécessaires pour le développement du football ivoirien. Le porte-parole du groupement des présidents de clubs pour la paix, Blake Bailly, s'est également exprimé. Je demande personnellement pardon à mes collègues que je ne veux pas appeler dissidents. Pour moi, ils sont mécontents. Ils n'ont qu'à mettre balle à terre. On a un seul objectif, ramener la paix dans notre maison commune. C'est par défaut de communication que le groupe des présidents de clubs s'est fissuré. Les 76 clubs ont promis se retrouver pour débattre du football ivoirien. Commençons l'actualité internationale par le Zimbabwe où l'élection est prévue dans 5 mois environ. Puis nous irons au Kenya où l'opposition veut investir Raila Odinga le 30 janvier prochain. En Europe, c'est la tempête Eleanor qui vient de faire 6 morts. C'est le tour du monde. L'actualité donc en 1 minute et 29 secondes. La crise politique au Kenya n'est toujours pas terminée. Le président Uhuru Kenyatta avait été réélu en août, mais la Cour suprême avait annulé le vote. Un nouveau scrutin en octobre avait confirmé la victoire du chef de l'État. L'opposition ne reconnaît pas le résultat de cette longue séquence électorale ayant entraîné de nombreuses violences et une fracture dans la société. L'opposition menace d'organiser le 30 janvier une prestation de serment de son leader Raila Odinga, un choix qui fait craindre de nouveaux affrontements dans le pays. Dans environ 5 mois, le Zimbabwe connaîtra ses premières élections sans son ancien leader Robert Mugabe, annonce faite par le président Emmerson Mnangagwa qui se trouve actuellement au Mozambique pour une visite officielle. Il a souligné qu'il fera tout pour que le Zimbabwe ait des élections libres, crédibles et équitables afin que le pays s'engage dans le monde en tant qu'État démocratique qualifié. Une tempête venue de la mer du Nord a provoqué de nombreuses perturbations en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. La tempête Eleanor secoue le nord de l'Europe depuis début janvier. Des centaines de vols annulés. Le trafic ferroviaire grande ligne était complètement suspendu ce jeudi en Allemagne, aux Pays-Bas à cause de cette tempête qui a déjà fait 6 morts. En Allemagne, de nombreux passagers sont bloqués dans les gares. Des écoles et crèches sont aussi restées fermées dans l'ouest du pays. En France, quelques 3000 familles étaient toujours privées d'électricité ce jeudi dans le nord du pays. Au Bénin, la Cour constitutionnelle devrait rendre publique dans la journée sa décision sur le droit de grève. Les députés ont voté 2 lois pour le retirer aux agents de santé, personnel de la justice, forces de sécurité d'une part et aux magistrats d'autre part. En réaction, les 7 centrales syndicales ont lancé cette semaine une grève dans la fonction publique de 72 heures. Cette décision est donc évidemment très attendue. La police italienne a annoncé hier jeudi une trentaine d'arrestations et le démantèlement d'un groupe criminel chinois opérant dans le secteur des transports routiers et présent dans toute la péninsule, en France, en Espagne et en Allemagne. La pieuvre chinoise serait devenue l'organisation criminelle la plus puissante sur le continent. Raquettes, jeux de hasard, trafic de drogue, blanchiment d'argent, réseau de prostitution. Les triades chinoises sont une véritable multinationale. Plusieurs entreprises, véhicules, biens immobiliers et comptes courants pour une valeur totale de plusieurs millions d'euros ont été mis sous séquestre. Fin de ce 6h30, à bientôt. Merci Hamza. Merci Nessie. On vous retrouve à 13h. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, le week-end. Ouais, le week-end. Le week-end, super. Alors, rappel à tous nos téléspectateurs que nous avons avec nous Monsieur Ousmane Dindane, une bibliothèque vivante de la RTI. Il est en poste depuis 1981. On vous retrouvera, mais avant, Fatim Djedje est là pour la titrologie classique. Revue de presse classique. La revue de presse. On commence avec l'affaire dite braquage de la BCEAO dans l'Inter. Le verdict est tombé depuis hier. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et 3 de ses anciens ministres, à savoir Gilbert Akein-Bo, Désiré Dallo et Koné Katinan, poursuivis pour des faits de braquage à l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, commis pendant la crise électorale, sont situés, ça y est, sur leur sort. Ils ont tous été condamnés à 20 ans de prison ferme, sans mandat de dépôt, et à payer 329 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. En plus, un mandat d'arrêt a été délivré par le tribunal à l'encontre de Katinan Koné, actuellement en exil au Ghana. Une décision qui a jeté l'émoi chez les nombreux partisans de l'ex-président.
Laurent Gbagbo, qui ont effectué les déplacements. En les condamnant, l'accusation estime que les coffres de l'Agence nationale de la BCEAO à Abidjan, alors que l'institution sous-régionale avait ordre de les bloquer, eh bien, l'État ivoirien les a ouverts. C'est un braquage selon l'accusation. Une autre affaire judiciaire dans Fraternité Matin. Le verdict du procès de l'affaire Kate Nyatoa et autres a été prononcé hier aussi, jeudi 18 janvier, alors que le colonel Kate Nyatoa, considéré comme le cerveau de cette affaire, et le ministre Lida Kwasi comme le concepteur, étaient poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. La cour d'assises les a condamnés à 15 ans de prison ferme, ainsi que les deux autres accusés, les nommés Bruce Serge Pacôme et Zadi Baka Samuel, sur d'une condamnation. Eh bien, le ministre Lida Kwasi, pour son mot de fin, avait déjà annoncé la couleur. Je le cite, « Je n'accepterai jamais d'être libéré sur grâce présidentielle, jamais », a-t-il dit au président de la Cour, Koulibaly Aboubakar. Allo Police s'intéresse à nouveau au président libérien George Weah. Élu 25e président de la République du Libéria avec plus de 60% des suffrages le 26 décembre dernier. Et alors que son investiture est prévue le 22 janvier prochain et se prépare, voilà que des voix s'élèvent pour dire qu'il aurait bénéficié du soutien des francs-maçons pour être élu chef d'État. Alors vrai ou faux, une chose est sûre, une image de lui bien circule sur les réseaux sociaux pour prouver sa prétendue appartenance à la loge maçonnique. Alors un site ghanéen lui confirme cette information et dit « George Weah est le 6e franc-maçon élu président dans l'histoire du Libéria ». L'article rappelle que la Grande Loge du Libéria a été fondée par Prince Hall en 1867 après une brève interdiction sous le régime de Samuel Doe. Dans les années 80, la franc-maçonnerie a repris ses droits au Libéria avec l'initiation en 1988 du même Samuel Doe avant qu'il ne soit tué en 1990. Diaspora News dépeint le portrait du numéro 1 de l'ANC. Souvenez-vous, le 13 décembre 2013, les obsèques de Nelson Mandela sont retransmises sur les télés du monde entier. La foule entame l'hymne sud-africain « Que Dieu bénisse l'Afrique ». Et aussitôt après, un homme prend la parole et dit « Cette pluie, Mandela, eh bien, l'aurait aimé ». C'était Cyril Ramaphosa, fraîchement nommé vice-président de l'ANC, qui fut le grand ordonnateur de cet événement en distribuant les paroles et en présentant un à un les plus hauts dignitaires de la planète. Ce fut une découverte pour les téléspectateurs, mais pas pour les Sud-Africains, car c'est déjà un homme charismatique dans son pays, rompu au militantisme dès sa tendre enfance. S'il accède au pouvoir en 2019, eh bien Cyril Ramaphosa sera sans doute le dernier président de la République à avoir lutté activement contre l'apartheid. On sera presque un demi-siècle après la libération de Mandela. Et on termine avec un enterrement insolite. Et oui, voir quelqu'un d'autre dans le cercueil, c'est épouvantable. Ce sont les mots de l'une des filles de Gilbert Petit, décédée à l'âge de 86 ans, la semaine dernière en France. Alors, le centre funéraire a commis une incroyable erreur en présentant à la famille endeuillée un défunt qui n'était pas leur père. Lorsque je suis rentrée dans le salon pour le dernier hommage, poursuit-elle, le cercueil et le capiton étaient bien ceux qui avaient été commandés pour mon père, mais un autre homme était dans le costume de mon père, dans le cercueil. Alors le responsable du centre qui a présenté ses excuses a expliqué à la radio locale que c'était une erreur humaine. Eh bien, c'est quand même une sacrée erreur, il faut le dire. Allez, bon week-end à tous, on se retrouve lundi. On souhaite un week-end, mais pas un week-end macabre, un très très bon week-end. Oui, voilà. J'espère aussi. Allez, amusez-vous bien et puis reposez-vous surtout. Fatim Djedje, que vous retrouvez donc tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire dans le cadre de l'émission Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde. Mais actuellement, on est ici à Matin Bonheur, mais le dimanche, c'est Ailleurs dans le monde sur Radio Côte d'Ivoire. On salue toute l'équipe de la matinale de Radio Côte d'Ivoire, de Fréquence 2, du groupe RTI. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur, la dernière ligne droite qui va être abordée maintenant avec une personne ressource ô combien agréable que nous avons le grand plaisir d'avoir. Monsieur Ousmane Dindane, avec lui, nous évoquons bien sûr cette étoile filante-là, Roger Fulgence Kassi, arraché brutalement à notre affection un 20 janvier 1989. Il restera à jamais dans les mémoires. Et on parlait un peu de son comportement, de son feeling, de sa manière d'être. Et Ousmane Dindane, nous sommes tout de suite, on vous écoute. On ne cesserait jamais de raconter un peu les qualités de l'homme. Parce que jusqu'ici, il continue de déchaîner des passions. Il y a des jeunes gens qui viennent, qui défilent, qui viennent me voir. Enfin, qui viennent... quand tu regardes les... Comment on appelle ça, les vidéos sur les réseaux sociaux,
ils viennent, ils me demandent de raconter l'histoire de Fulgence. 29 ans après. 29 ans après. Des jeunes gens. Ils disent qu'ils sont... C'est-à-dire quand ils regardent son style, mais ça leur convient. Ils se trouvent dans leur... comment on appelle ça? Dans leur génération. Effectivement. Voilà, ils se retrouvent dedans. Effectivement. Bon. Mais Ful, je ne sais même pas par quel bout commencer. Alors, mais, je vais vous poser une question. Voilà. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, que sa célèbre phrase, tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier une belle orchestration musicale, il paraît qu'il sortait d'une suspension et que c'était une réponse à un directeur. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas laisser les plumes dans cette affaire. Mais ce que je sais, pour ce que je sais, en tant que témoin, il a énormément aidé un monsieur, un grand homme aujourd'hui qui s'appelle Alpha Blondy. Justement, pour lui, il a écopé d'une suspension. Mais oui, pour lui, il a écopé d'une suspension. Il a été beaucoup suspendu, ça, vraiment. En fait, il s'agissait de quoi? Fulgence avait fait ce jour-là, il avait son émission, le RFK Show. Et il a invité le monde culturel, le monde des artistes pour venir discuter un peu. Et dedans, il y avait Alpha. Et quand Alpha est passé à la télé, le grand Mamadou Ben Soumaro, paix à son âme, le tout-puissant directeur général de l'époque, il a remarqué la présence de Alpha. Mais il a appelé en régie. Il a demandé, après l'émission, faites monter, dites à Fulgence de monter me voir. Parce qu'il ne permettait pas. Un inconnu ne peut pas venir comme ça. Parce que pour avoir accès à la télé, mais c'est pas facile. Hein? N'importe qui ne passait pas. Non, n'importe qui ne passait pas. Il ne rigolait pas. Donc, Fulgence est parti, mais il est ressorti suspendu d'antenne. Il a vivoté pendant des semaines. Après, il y a eu des interventions des uns et des autres. Il a repris. Mais il est revenu encore à la charge cette fois. Il s'est dit, bon, puisque c'était une émission classique, bon, je vais créer une émission. Enfin, il y a une émission pour les artistes en herbe. Première chance. Dans ce cadre-là, j'espère que M. Soumaro ne va pas me suspendre. Et c'est comme ça qu'il a offert cette chance à Alpha. Et comme Alpha vivait la galère avec nous, puisqu'il était avec nous au décor, on vivait pratiquement la même galère. Pendant que nous, oui, il vivait avec nous, hein, il passait plus de temps avec nous que le studio 302. Alpha Blondy. Ben, je vous dis même que Alpha, moi je lui ai proposé même de travailler à la RTI. Parce qu'il maîtrisait un peu toutes les arcanes de la maison. Il savait ce que c'est qu'une production, il savait un peu ce que c'est qu'un décor. Bon, il touchait un peu à tout. Il nous suivait. C'est grâce à Ful. Mais c'est Ful. Donc, nous l'avons adopté. Et ce jour-là, quand il devait faire son émission, le décor, c'était un décor qui était différent des autres décors de première chance. Puisqu'à l'époque, il y a un décor classique, tout le monde y passe. Mais pour Alpha, Fulgence allait chercher même des gyrophares dans les boîtes de nuit. On accrochait un peu partout dans le studio pour créer vraiment un engouement. Vraiment l'ambiance, une ambiance particulière. Dites-nous, vous qui étiez très proche de RFK, qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qu'il avait vu en Alpha Blondy? RFK, c'est un détecteur de talent. Il peut... Le cas de choses de M. Noël Douré, c'est pas tant. Pendant qu'il était en stage à Brie-sur-Marne, avec ses petites économies-là, il a produit Noël Douré. Noël Douré, on ne le connaissait pas. Il a produit. Et à force de le faire passer à l'antenne, les gens l'aimaient plus à cause de Fulgence. On dit si Fulgence aime ce monsieur-là, c'est qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Ça, donc, force. les choses ne se faisaient pas comme ça. Fulgence, il avait ce talent de détecteur de talent. Il en a produit plein. Hein? Il en a produit. Il a dit, par exemple, Alpha Blondy, Wabi Spider. Il a fait, comme on appelle, Mewe, à travers l'émission de Podium. Il a fait Antoinette Conan, Première Chance, Barbara Akabla, Ali Sofa, Jeanne Pic. Il a fait plein d'artistes qui se sont révélés aujourd'hui des meilleurs. Non, quand on l'aime ou on ne l'aime pas, Fulgence, il mettait tout le monde d'accord sur son talent d'artiste. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas dans l'environnement de la communication, de la télévision? Non, mais vous savez... Parce qu'on disait que parfois c'était quelqu'un qui se retirait, qui était un peu dans son coin. Non, mais je vous dis, ce qu'il n'aimait pas, c'est ce que nous n'aimons pas aujourd'hui à la télé. Les raccourcis honteux, aller dénigrer les gens, la fumisterie, dire des choses, des méchancetés dans le dos. Voilà. Les compromissions. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Donc, il était un peu chaud. Et puis, c'est un garçon qui est timide quand même, il faut le dire. À la base. Ah bon? À la base, oui. C'est un garçon timide. Sur son air de star, mais
Vous le voyez, on va ensemble sur la pauvre vieille Martoma paix à son âme. On va manger là-bas de la loco. On faisait... Ça dit, il était star, certes, mais il était accessible à tout le monde. Il va à la locodrome. Il va un peu partout à Djamé. On le croisait. Donc ce monsieur, moi en tout cas, il m'a marqué. Mais ce qui reste à venir, c'est un jour, c'était en 88. Parce qu'à l'époque, chaque année, Fulgence lançait une couleur de vacances. Et il y a un moment, en 88, il a lancé la couleur les couleurs fluorescentes. Et c'était à l'époque, on disait, c'était la mode, on appelle cette mode-là, la mode bicentenaire. C'était en 88, les grosses montres. Et tous les jeunes avaient ça. Et puis tout le monde était en fluo. Et cette année-là, on lui avait dressé, comment on appelle, un podium pour l'émission Djambori. En ce moment, on sentait qu'il ne se sentait pas bien. Et dans la cour, hein, Madame Claverie, qui montait à son bureau, a remarqué que dans la cour, il y avait trop de jeunes. Madame Claverie, qui à l'époque Madame Boni, qui était le directeur central. Voilà. Elle a cherché à savoir pourquoi il y avait tant de monde. On dit non, qu'il y a une émission qui doit se faire, Djambori, et l'animateur est Fulgence. Mais elle a dit non. Elle a demandé à ses camarades du studio 302 de venir la voir. Mais vous savez bien que Fulgence ne tient pas. Il n'est pas en bonne santé. Vous ne pouvez pas l'exposer comme ça à la lumière. Elle a fait annuler l'émission. Ça lui a fait beaucoup mal. Ah oui, ça a fait beaucoup mal. Non, oui, ça. Je pense même qu'il n'a pas pu supporter. Et donc, il ne passait plus en antenne. Et un jour, au moment où je m'attendais le moins, j'étais avec mon binôme Mété Bebson. Il appelle au bureau. Il dit, parce qu'il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'appelle l'artiste. Il dit, l'artiste, j'ai besoin de vous. Il dit, mais Ful, tu es où? On va venir à la maison chez toi. Il dit, non, moi-même je viens à la télé là-bas. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je viens à 19h30. Donc j'appelle mon binôme, je lui dis, ah, attention, il y a Ful qui arrive à 19h30. Qu'est-ce qu'on fait? En temps ville, les gens étaient en train de raconter plein de choses. Comme on dit actuellement, les nkunku. Les voilà. gens, voilà. Ça murmurait. Ça murmurait. Non, oui. Fulgence, c'est fini, il est parti. Et à 19h30, il y a un petit couloir, avant de rentrer même au studio ici, il y a un petit couloir par lequel on monte là. Oui. Il est venu avec son frère dans sa petite voiture blanche. Il est monté. À 19h, il est venu. Depuis le couloir, il nous a lancé son salut, son fameux salut, les artistes. C'est comme ça, salut les artistes. Et nous sommes allés vers lui, on lui a fait les accolades. Ensemble, on est rentrés. Il dit, mais Phil, tu aurais pu nous dire de venir chez toi à la maison, que de te déplacer, sachant bien que tu es malade. Il dit non, c'est une grosse fatigue, mais ça va passer et tout ça. Il se sent bien, il amorce peut-être son retour, mais hors de la télé. Et il s'agit de quoi? Il me dit, je vais créer un espace de divertissement qui s'appelle le Griffé. En tant que décorateur artiste, je veux que vous fassiez un décor digne de cet espace-là. Et on l'a fait. On a passé 3 jours. Fulgence est venu nous retrouver en plein boulot là-bas vers les 3 heures du matin, bien qu'il était malade, pour voir l'avancée du travail. Et le jour de l'inauguration de cet espace-là. Pour terminer, désolé. Oui, ça c'est Ful, là, c'est Ful. Ah oui, ça on ne peut jamais cesser de raconter. Oui, son esprit est toujours là. Parce que voilà, l'émotion est forte. Oui. Et avant le 20 janvier 1989, il avait des défis. Oui. En fait, le défi, c'était... Parce qu'il voulait forcément faire son espace sur le Griffé. Là, voilà. Alors, si vous voulez savoir, mesdames et messieurs, la suite de toutes ces histoires, eh bien, ça tombe bien. C'est le livre de notre collègue, notre doyen de l'arrière du décor estampillé, Ousmane Dendane. Vraiment, remerciements. Hein. Et puis, vraiment, on a une pensée aujourd'hui pour toute la famille biologique de Roger Fulgence Kassi. Donc, c'est demain, 20 janvier, donc commémoration, 29 ans déjà. Merci beaucoup. De l'arrière du décor, merci de nous éclairer, Ousmane Dendane, et d'être vraiment une personne ressource
importante et incontournable pour la radiodiffusion télévision ivoirienne. Merci infiniment. Et on vous souhaite une très très bonne année. Merci on beaucoup. fait un gros bisou Merci à beaucoup. votre épouse. Merci, c'est gentil. Allez, il est 7 h. On revient tout à l'heure. Je rappelle que cette émission est réalisée par Christelle Akoussa. Le dernier mouvement de cette émission, c'est bien sûr la thématique avec le sport à l'honneur. Mais avant, on aura la pub. C'est parti. Après la cuisine, vos poêles sont souvent grasses, même après être passées à la vaisselle. Alors, comment dégraisser facilement vos poêles? Commencez par couper la moitié d'un citron. Ajoutez par-dessus le citron coupé du sel fin car le gros sel pourrait faire des éraflures à votre poêle. Nettoyez l'intérieur de votre poêle en faisant des tours circulaires tout en appuyant sur le citron. Rincez à l'eau claire. Puis nettoyez avec un torchon. Voilà, c'est propre et dégraissé. Simple et pratique comme astuce. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour à Boisseau. Sous le parrainage du Dr Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, la RTI organise Bonjour à Boisseau ce samedi 20 janvier 2018 à 20 h à la place Elengan Etier d'Aboisseau avec vos humoristes préférés. Spectacle gracieusement offert à la population. Tickets disponibles au Conseil régional et à la mairie d'Aboisseau. Infoline 49 16 31 28 55 55 30 15. Bonjour, un concept RTI. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et nous abordons la dernière ligne droite de votre matinale. 16 pays du continent sont en ce moment au Maroc pour compétir pour le championnat des nations, du championnat de la Coupe des Nations, une compétition très très importante pour le continent africain, mais beaucoup de personnes montrent un très peu intérêt. Pourquoi? L'élément explicatif, et on en parle avec nos différents invités. Pourquoi intérêt pour la CAN et désintérêt pour le CHAN? En 2009,
Démarrait en Côte d'Ivoire la première édition du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, avec cette idée originelle. Organiser une épreuve tous les 2 ans avec les joueurs évoluant dans les championnats locaux. Ne peuvent donc participer que des joueurs évoluant dans leur propre pays. Les stars sont alors exclus du rendez-vous pour permettre ainsi aux talents locaux de pouvoir s'exprimer. Est-ce pour cette raison que ce championnat des locaux ne suscite pas autant d'engouement? Les joueurs ne sont pas connus à l'international. Ils ne sont pas trop connus comme les Didier Drogba, les Eto'o, les Yaya Touré, Aubameyang. Ils ne sont pas des internationaux. S'ils étaient des internationaux qui jouaient dans les grands clubs, ils allaient être connus et puis ça allait faire que non, ils allaient avoir beaucoup de spectateurs, beaucoup de... C'est un peu ça, quoi. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'engouement concernant le CHAN par rapport aux autres compétitions, c'est parce que actuellement, le football local n'est pas trop professionnel. Il n'y a pas de grands joueurs dans notre football. Et puis le niveau est tellement bas que les championnats même ne sont pas regardés. Les championnats même ne sont pas regardés. Ça fait que les gens même... Bon, c'est vrai que c'est l'équipe nationale, mais on ne peut pas vraiment prendre notre temps pour aller regarder un football qui n'est pas attrayant. Voilà, il n'y a pas vraiment d'engouement, c'est pourquoi. La CAN est populaire en fait, et puis ça rassemble plusieurs internationaux. Les internationaux qui jouent dans les championnats européens, américains et partout. Par contre, ils ont voulu créer un championnat d'Afrique des nations pour juste mettre en valeur les joueurs du continent africain. Mais je vois que notre continent, à part les pays du Sahel, à part les pays, disons, du Maghreb, les championnats, surtout en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, est mort, en fait. Puisque la majorité des talents qui y sont, dès le bas âge même, déjà, ils ont à l'esprit d'aller monnayer leur talent en Europe. Et puis, on peut dire que le championnat est mort, comme on le dit. Il n'y a plus de rivalité entre les grandes équipes au niveau du championnat. Les personnes, les populations ne vont vraiment pas au stade parce qu'ils se disent qu'ils vont au stade, il n'y a pas de talent au stade, c'est vraiment bizarre. Donc c'est un peu mon point de vue concernant le manque d'engouement au championnat d'Afrique des Nations. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les rues sont désertes. La vente des postes téléviseurs connaît un succès fou. T-shirts et gadgets se vendent comme de petits pains. Le championnat d'Afrique des Nations 2018 a démarré le 12 janvier au Maroc. Mais à Abidjan, du côté des vendeurs par exemple, et dans les rues, c'est le calme plat. Ils vendent précisément les maillots, les chaussures et les t-shirts. Bon, ce que je peux dire, les maillots, bon, je peux dire ça ne marche pas trop. Voilà, ça ne marche pas trop. Voilà, parce que bon, des gens ne s'intéressent pas trop au foot local, donc ça fait que bon, les maillots, bon, ça ne sort pas. Il faut premièrement dire qu'il y a un manque de médiation véritablement autour de la CHAN. Quand on parle de CAN, c'est toute l'Afrique qui est mobilisée parce que déjà les publicités, les spots et puis toutes ces rencontres avant les matchs, eh bien c'est ce qui motive bien sûr la population à aller assister à la CAN. Cependant au niveau de la CHAN, ça reste toujours encore couvert. Eh bien on ne fait pas la promotion de la jeunesse déjà, des jeunes joueurs, parler des jeunes joueurs pour pousser la population à observer ces promus de demain, puisque normalement ça devait, on dirait, créer un véritable engouement, conduire la population à voir déjà ces jeunes-là des grands footballeurs demain. Voilà ce que je pense. Sur le continent, la CAN semble être la seule compétition sportive qui soulève autant d'engouement et de passion. Conséquence, la compétition des locaux est négligée, un championnat qui manque d'audience, ce qui signifie aussi manque de revenus publicitaires. Voilà, bref, le CHAN n'est pas assez sexy, donc c'est ce qu'on peut comprendre à travers ce reportage. Et, les gens sont plus focalisés sur la CAN que le CHAN. Donc, CAN, CHAN, tout ça. On en discutera bien sûr avec des invités qui nous font l'honneur d'être sur ce plateau. À ma droite, donc à votre gauche, mesdames et messieurs, on a donc notre sociologue, docteur Yilnel Bien, qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour. Et à ma gauche, donc à votre droite, mesdames et messieurs, nous avons le président du WAC, le... Koné Abaka. Monsieur Koné Abaka. Oui. Le WAC, ça signifie... Williamsfield Athletic Club, à ne pas confondre avec le Wydad Athletic Club de Casablanca. Merci beaucoup, messieurs. Alors, le postulat est posé à travers ce reportage. Pourquoi le CHAN n'est pas sexy? Qui ouvre le bal? Docteur, on y va.
Bien, je pense que ce que nous avons entendu, de mon point de vue fondé, à savoir que tous les acteurs qui se mobilisent pour la CAN ne sont pas non seulement les mêmes, mais n'ont pas les mêmes capacités de frappe. Vous avez dit, le CHAN, c'est une compétition locale. Nous tous, nous savons la perception des produits locaux. Si on vous parle de Niamakou, on vous parle de Bissap et on vous parle de Coca-Cola, on ne parle pas de la même chose. Parce que la CAN est directement rattachée aux championnats européens qui eux-mêmes sont directement rattachés à la Coupe du Monde. Les compétiteurs de la CAN ont toutes les chances d'être des compétiteurs. Nous les voyons tous les samedis et dimanches dans les championnats européens et ils ont toutes les chances d'être les compétiteurs de la Coupe du Monde. De telle sorte que le lien est direct, le continuum est direct. Et dès qu'on crée un concept qu'on appelle compétition locale ou championnat local, sachant très bien l'anathème qu'on jette sur tout ce qu'il y a de local, je pense que si on a profondément réfléchi, quelqu'un le disait, si les gens ne sont pas encadrés depuis le bas âge pour faire des champions, ça devient compliqué. Parce qu'aujourd'hui, à 5 ans, 10 ans déjà, tout le monde rêve d'aller monnayer ses talents ailleurs. De telle sorte qu'on pense que tous ceux qui restent en Afrique, tous ceux qui compétissent en Afrique sont véritablement des laissés pour compte, des gens qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Les gens ont du mal à penser qu'il y ait du talent dans cette affaire. Et vous verrez que tous les éléments connexes du football, à savoir le sponsor, à savoir la fédération, etc., naturellement vont vers ce qui est déjà connu, ce qui est déjà réputé, ce qui est déjà reconnu, et ce qui fait vendre et ce qui fait gagner beaucoup d'argent. Président? Oui, moi je dirais que la CHAN est vraiment inconnue du public ivoirien, parce que quand vous prenez les pays comme la Zambie et d'autres pays, les mêmes joueurs qui jouent la CHAN, c'est ceux-là qui se retrouvent à la CAN. Et la négligence également de nos autorités sportives quant à la chose locale concernant le football. Vous constatez avec moi que nos stades sont vierges. La population ne va pas regarder nos matchs parce qu'il y a de piètres spectacles. Et tout ça est provoqué par le départ très jeune de nos talents vers l'extérieur. Et donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on prépare véritablement notre football local, faire en sorte que les spectateurs puissent revenir au terrain. Et cela passe par une certaine professionnalisation. Alors là, vous êtes en train de nous dire que ce qui attire en fait les téléspectateurs, c'est le jeu des joueurs. Mais on constate que d'autres compétitions internationales telles que la Ligue anglaise, la Ligue américaine sont très suivies ici en Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs nationaux. Qu'est-ce qui peut faire véritablement la différence? La différence se situe au fait qu'il y a aujourd'hui le développement du NTIC, de nouvelles technologies, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chaînes étrangères qui se voient sur le petit écran. Donc certains préfèrent rester à la maison pour regarder ces matchs-là que d'aller sur nos stades où véritablement ils n'ont pas l'objet qui peut les attirer vers ce stade-là. Quand on part un peu en arrière, quelques années en arrière où on avait des footballeurs comme Ben Badi qui remplissaient les stades. Le stade Félicia se remplissait, des gens partaient veiller parce qu'ils pouvaient avoir quelque chose pour mettre sur la langue. Aujourd'hui, c'est difficile parce que véritablement le football local en Côte d'Ivoire a changé. Il n'y a plus ce génie-là, il n'y a plus ce talent, il n'y a plus des gestes qui peuvent faire vibrer nos spectateurs. Et il n'y a plus de rivalité également parce que aujourd'hui la rivalité à SEC Africa a disparu et donc dans les quartiers il n'y a plus de défis. Et donc tout cela manque. Et il va falloir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on puisse changer la donne en préparant le futur de notre football local. Absolument, parce que, soit dit en passant, ce que vous dites est tellement vrai que hier, on a vu un peu beaucoup de lacunes dans le jeu des éléphants qui, du reste, juste en passant, on vous dit ça juste en passant, sont pratiquement éliminés du CHAN après 2 défaites. Pourtant, il y avait beaucoup d'espoir. Comme d'habitude, pendant les matchs amicaux, on a eu des soupçons de satisfaction. Alors,
À l'origine, Président, quels sont les enjeux du CHAN à l'origine? Les enjeux, c'est permettre, vous voyez, comme j'ai fait la comparaison tout à l'heure entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Hein, l'Égypte, faites un peu l'analyse et cherchez à savoir combien d'Égyptiens jouent à l'extérieur d'un championnat européen. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Moi, je connais un seul aujourd'hui qui a terminé meilleur joueur. Mohamed Salah. Voilà, Mohamed Salah. Et par contre, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, on dit la CAN, 100% des joueurs de la Côte d'Ivoire viennent de l'extérieur, sont des professionnels, vous comprenez. Et donc, la CAF a vu cela, ils se sont dit, mais tiens, il faut qu'on mette une tribune où les joueurs qui jouent le championnat local puissent avoir la chance d'être vus à l'international parce que les lois ont beaucoup changé. Vous voyez, dans des équipes, pour jouer en Angleterre, il faut avoir un certain nombre de sélections en équipe nationale. Et quand est-ce que ces Ivoiriens qui jouent ici pourront avoir un certain nombre de sélections en équipe nationale? Ce serait difficile parce qu'on appelle toujours des professionnels pour venir jouer. Ok, là c'était l'enjeu, ça c'est l'enjeu. Mais vous, président du club, est-ce que quelque part vous n'êtes pas responsable de ce football en déclin là? Parce que ça commence par vous. Ça commence par vous avant d'arriver à la fédération. C'est vrai, la fédération va organiser, c'est vrai, mais ça commence par vous en tant que président de club. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? À quel niveau vous avez peut-être failli pour que le niveau du football soit si bas? Et puis, il y a un désintérêt. Vous avez dit on veillait pour aller au match à SEC Africa, hein, oui. Mais maintenant on ne veille plus. Le stade est clairsemé. Effectivement, nous avons une grande part de responsabilité, le président du club. Le président du club, parce que quand on parle de l'instance dirigeante, c'est la continuité, en tout cas des présidents du club, parce que c'est nous qui mettons ceux qui nous dirigent, le président du club. Et vraiment, il faut que nous, les présidents du club, on puisse mettre la main à la poche pour pouvoir recruter des joueurs capables de ramener les sporteurs au stade. Il faut qu'on le fasse. Vous prenez l'année dernière, je vais citer un joueur, l'arrivée de Bansé par exemple, a envoyé du monde au stade. Et on n'a plus cela. Et encore, il faut que nous nous impliquons dans cette gestion vraiment de nos différentes équipes. Et cela passe par quoi? Par la réforme, comme je dis, de notre football, en préparant les joueurs, en faisant une bonne formation, formation des entraîneurs, formation des cadres, et pour mieux former nos joueurs afin de pouvoir vraiment les préparer à de telles échéances. Et M. Nikez Nielbin, vous en tant que sociologue, quelles pourraient être les raisons, à part l'aspect pécunier, qui pourrait pousser la fuite, à la fuite des différents talents vers l'extérieur? C'est la part en dehors de l'argent, c'est la part de rêve. Parce que jouer avec quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, Messi, comme tout à l'heure le président le disait, il y a des gestes uniques qu'on ne voit qu'en Champions League, il y a des gestes uniques qu'on ne voit qu'en Première Ligue anglaise, etc., etc. Et tout compétiteur, tout footballeur rêve aussi de procurer ces émotions et ces sensations. Et si c'est pour devant un stade vide, si c'est pour jouer plus ou moins vraiment avec on ne sait qui, c'est très compliqué. Et ce dépassement de soi, le fait de se surpasser, vous parlez des gens comme Ben Badi, c'est vraiment ce genre de joueur de génie, de talent, etc. Et c'est cela que tout le monde retrouve aujourd'hui dans tous les championnats européens, même si c'est dans une moindre mesure, parce qu'à l'état brut, ils ont un moindre talent, parce que quand vous voyez depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, déjà en Occident, les gens bénéficient de ce qu'ils appellent les pupilles et autres, et je pense que c'est une piste. Parce que toute passion qui naît tôt a des chances de donner des génies. Si à 2 ans, 3 ans, quelqu'un chausse les crampons comme Ronaldo, il a des chances de rêver, de l'égaler, de lui ressembler, etc. Alors que si c'est à 10 ans, 12 ans, 15 ans que vous chaussez vos premiers crampons en cuir, vous avez déjà pas mal de gestes de retard. Si l'âge est vrai, soit dit en passant. En plus, parce que souvent ils sont délaissés et après ils n'ont pas le choix pour aller en Europe, ils sont obligés de diminuer leur âge de 5 ans, 10 ans, etc. Chose très connue. Parce qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord. Donc, comme le président l'a dit, peut-être que c'est une réflexion en profondeur. Commencer le plus tôt possible et chercher aussi à donner ce rêve-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit que Pogba est le joueur le mieux payé de la Première Ligue anglaise,
Pogba est quand même guinéen. Il a beau être français, mais je pense que ses réalités, ses souches, même son frère a joué dernièrement avec la Guinée. Alors, je rappelle le thème, hein, mesdames et messieurs, vous pouvez intervenir à tout moment via le hashtag Matin Bonheur. Pourquoi il y a un intérêt pour la CAN et un désintérêt pour le CHAN? Question, messieurs et dames, est-ce qu'en créant le CHAN, on n'a pas créé l'effet contraire? Parce qu'en créant le CHAN, on voulait bien sûr qu'on ait un intérêt pour les compétitions locales, donner la place aux locaux, tout ça. Mais est-ce qu'en créant le CHAN, on n'a pas mis à nu certaines lacunes et certains dysfonctionnements de notre football interne local? Qui veut répondre? Oui, je peux répondre à cette question par l'affirmation parce que, mais cela diffère des pays, il faut le dire. Parce qu'il y a des pays où le football local est vraiment développé, où les gens continuent à aller au stade. Quand vous prenez le Soudan, quand vous prenez même au Burkina, tout près de nous, le Mali, la Guinée, les gens vont au stade. L'Égypte. L'Égypte, les gens vont au stade. Le Maroc. Au Maroc. Non, il y a des pays où les gens vont au stade où il n'y a pas... Le CHAN permet de préparer la CAN. Mais pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire ça cause? On sait que l'Ivoirien est un peu snob, ça le sociologue est mieux placé pour le dire. Alors on aime tout ce qui vient d'ailleurs, on est toujours attiré, mais bon voilà. Alors vous avez tout dit, hein? Oui. Parce que l'Ivoirien est assez complexé, tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique n'est pas suffisamment bon. Il faut forcément aller là-bas pour que l'Ivoirien vous remarque. Oui, et on le voit à l'époque quand l'Ivoirien sortait de Côte d'Ivoire, il n'allait qu'en Europe. C'est maintenant que nous allons dans des pays africains, sans vraiment les disqualifier, mais c'est un peu dans notre ADN que tout ce qui vient de l'extérieur, ou tout ce qui est nouveau, ou tout ce qui est à la mode, modus du latin, ou tout ce qui est hors Côte d'Ivoire est bon. De telle sorte que ça va se ressentir inconsciemment, même au niveau du football. C'est-à-dire que non droit de citer que ceux qui jouent à l'extérieur, ceux qui sont professionnels, nous nous rappelons, nous-mêmes quand nous étions étudiants, quand nous venions en vacances, les gens étaient assez attirés par nos maillots, par ceci, on voyait les yeux briller, même parfois à l'aéroport, on laissait déjà... Et ce que vous dites est tellement vrai. Didier Otokoré disait dans une émission de fin d'année sur RTI 1, le 31 décembre, que lorsqu'il était à la CAN, la CAN 1992, pendant les regroupements, ils ont fait asseoir Yeo Martial, excusez du peu, c'est pas n'importe qui. Tous les joueurs, les professionnels de l'équipe, à cette époque, ont fait asseoir Yeo Martial et lui ont dit qu'il faudrait que ce soit les professionnels et seulement les professionnels qui débutent toutes les rencontres. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Et pour vous compléter, je dirais par exemple, regardez tout récemment notre élimination en Coupe du Monde. Nous sommes allés chercher les binationaux. Les binationaux parce que... on se dit, je pense, hein, ceux qui gèrent notre football, se disent qu'il n'y a pas de formation fiable ici. Nous sommes allés chercher des binationaux qui sont allés très tôt en Europe pour pouvoir apprendre le football là et qui n'ont pas pu véritablement jouer dans ces différents pays d'accueil. Nous sommes allés les chercher pour les faire jouer en Côte d'Ivoire. Et cette manière de faire les choses, je pense qu'il faut changer cela. Une équipe nationale, il faut rechercher la cohésion. La cohésion, le football, c'est ça. Ce n'est pas d'amasser de meilleurs joueurs, de bons joueurs et en faire une bonne équipe nationale. Non, c'est créer la liaison entre les joueurs, la cohésion dans l'équipe. C'est cela qui fait la force de l'équipe. Vous allez comprendre là que les pays qui ont l'habitude d'utiliser les joueurs locaux pour représenter leur nation dans les différentes compétitions de Cannes, c'est ces pays-là qui vont remporter la CHAN. Là-bas aussi, il y a des réalités. Il y a les championnats de jeunes. Je parle par exemple de la Zambie. En Zambie, il y a vraiment un vivier. Les Zambiens n'ont pas besoin de 5 ou 10 professionnels. Donnez-leur 2 professionnels seulement, ça suffit. Voilà. Mais c'est ça aussi. Oui, mais il y a la fibre patriotique, comme il est dit. Voilà, parce que si quelqu'un a fait toute sa jeunesse, toute son adolescence en Europe, que la Côte d'Ivoire ne lui a rien donné, ne lui a rien apporté. Ne l'a pas contacté. Voilà. Après, il est tout content de jouer pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une visibilité mondiale pour la CAN ou pour la Coupe du Monde. Mais il n'a pas la fibre, il ne va pas se blesser pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, par exemple, pour ne pas, comparaison n'est peut-être pas raison, mais les Camerounais, ils préfèrent briller dans leur pays parce qu'ils ont la fibre patriotique. Ils sont prêts à mourir sur le terrain, quitte à sacrifier leur club. En Côte d'Ivoire, c'est 100% le contraire. On vous dit que ceux-là sont des professionnels.
vous vous attendez à un spectacle de haut vol et vous ne le voyez pas. Et comme par hasard, le prochain match, vous le voyez à Tottenham, on est même obligé de leur dire non, attends au moins une semaine ou 2 semaines après, sinon ça va faire trop de tâches ou désordre. En même temps, M. Niquet, est-ce que les amateurs de football n'ont pas raison de se désintéresser du championnat national quand on voit la prestation de nos joueurs? Parce qu'ils veulent rêver. Hein. Le football, c'est du rêve. Ouais. Mais quand on assiste à nos prestations ici, ça ne donne pas forcément envie de rêver. Oui, le football, c'est à la fois de la technique, de l'art, du spectacle, du courage. Tout ce que vous pouvez imaginer comme valeurs humaines sont concentrées dans le football sur un petit rectangle de 90 sur 120. Mais quand vous arrivez, vous avez payé votre argent, vous avez bravé tous les embouteillages, mais vous avez l'impression que nos Maracana, même du dimanche, ont plus d'engouement, suscitent plus d'engouement, plus d'excitation que cela. C'est du donner à voir. Hein. Vous voyez un match de football, ça ne ment pas. Même devant le petit écran, il y a des émotions qu'on ressent, qu'on ne ressent même pas au stade. On s'y prend une fois, mais on s'y prend pas 2 fois. Je préfère en rire parce qu'il y a Alain Taï, un grand frère qui nous regarde, donc on salue, qui nous disait un jour qu'il y a un championnat, il y a le championnat local qui passait, et il y a quelqu'un de chez lui qui a dit, mais c'est quel sport ça? C'est le football. C'est le même football. Vous voyez, effectivement, le public ivoirien est très exigeant. Oui. L'Ivoirien aime le beau. L'Ivoirien, comme on le disait, que l'Ivoirien, c'est les Brésiliens d'Afrique. Vous voyez? Donc, il y a certaines choses qu'on aime voir. Et donc, quand cela manque, ils prédisent, l'Ivoirien prédit. Vous voyez que quand l'Ivoirien ne s'intéresse pas à quelque chose, il sait qu'on ne va pas réussir. Il n'aime pas aimer ce qu'on appelle le goumen, c'est-à-dire souffrir. Le goumen footballistique. Effectivement. Et ils sont fatigués de souffrir et donc pour ça, ils montrent leur désintérêt pour dire ils savent que ça ne va pas réussir. Justement. La preuve, on vient de sortir après 2 matchs et cela fait mal. Et pourtant, on a réclamé un coach local, tout ça. Hein. Oui, on a pris les meilleurs de la place, mais... Nous, présidents, nous disons que vous avez dû avoir quelques bruits, que cela, il faut arrêter. Il faut arrêter l'improvisation. Et je vous dis que la dernière compétition de jeunes en Côte d'Ivoire a eu lieu en 2006. La dernière compétition de jeunes? De jeunes. 2006. 2006. Vous voyez, ça ne ment pas. C'est-à-dire les pupilles, les minimes. Donc ce qui arrive là ne devrait pas nous étonner. Ça devrait pas nous étonner. Il y a une improvisation, pas possible. Et donc, il y a des personnes qui véritablement travaillent dans l'ombre, mais pour compétir, c'est des matchs amicaux. Alors que la réalité d'un match amical, avec une compétition, c'est différent. Il faut habituer les jeunes, dès le bas âge, comme le professeur l'a dit, à la compétition. Vous comprenez? Et puis encore, le football, le football en particulier, a quitté l'école. Vous comprenez? Le football a quitté l'école. Il n'y a plus l'OASU, tout ça. Il n'y a plus l'OASU. Comme au passé par le passé. Voilà. On pense que l'école est inutile. Quand on vous donne un devoir d'1 heure ou 2 heures, vous vous concentrez pendant 2 heures pour terminer votre devoir. Mais cette habitude-là, vous la menez dans ce que vous pratiquez, à tous les domaines. Dans le sport également. Parce que c'est l'endurance. Le temps de t'asseoir pour faire les 1 heure, les 2 heures, là, ça travaille l'endurance. Président, solution, il nous reste quelques minutes. Solution pour que le CHAN soit plus sexy, pour que notre football soit plus sexy, fasse rêver, comme l'a dit Nessi. Solution concrète. Il faut revenir à la case de départ. Case de départ, c'est-à-dire faire la formation avec les compétitions de jeunes. Il faut ramener le sport à l'école. Il faut intéresser tous les acteurs du football. Je veux dire, le président doit être... on doit les intéresser à la gestion de nos différentes équipes nationales parce qu'il ne faut pas laisser ça à une seule personne. Parce que c'est toute la nation qui est visée et nous pensons que nous devons être associés à la gestion de ce football-là. Docteur, vous? Bien, il faut du football total comme à l'époque. On jouait dans les quartiers, on jouait dans les villages, on jouait à l'école, on jouait partout. Déjà, on avait l'esprit de compétition, l'esprit de formation, l'esprit de détection des talents. Et puis, ceux qui ont la charge de l'organisation, les principaux acteurs doivent revoir leur copie, créer une vision.
ne faut pas échouer ici, tenter ceci, tâtonner. On ne tâtonne pas, ça fait 60 ans que nous sommes dans cette affaire. Et s'il y a des fondamentaux qui ont réussi, à l'époque, on n'a qu'à revenir aux fondamentaux et avec une meilleure implication des uns et des autres. C'est un scandale déjà même qu'il n'y ait pas de compétition de jeunes. Ça, oui, ça fera l'objet de notre débat. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de la semaine. Ici, c'est fini. Oui, très bonne vacances à vous. Rendez-vous lundi, même heure, 5h55, 7h30.